La vieille Renault 4 de Nicolas Dubois pénétra dans le parking du centre social municipal en cette soirée du réveillon de Noël, son fils de 10 ans assis à ses côtés, lorsque ses phares révélèrent une scène qui lui glaça le sang. 3 silhouettes se serraient contre un mur de briques dans le froid glacial. Ce qu'il avait d'abord pris pour des ombres s'avéra être une réalité bien plus déchirante. Une jeune mère et ses filles jumelles de 7 ans, tremblantes, désespérées et affamées. « S'il vous plaît », murmura la femme lorsque Nicolas s'approcha, sa voix se brisant. « Mes filles, elles n'ont pas mangé depuis 2 jours. Je ne sais plus quoi faire. » Ce que Nicolas découvrit cette nuit-là en voyant cette mère désespérée tenter de protéger ses filles frigorifiées du vent mordant allait le mener sur un chemin de trahison choquante, de fraude cachée et d'une vérité si stupéfiante qu'elle changerait leur vie à tous pour toujours. Avant de continuer, dites-nous d'où vous nous écoutez dans le monde. Nous adorons voir jusqu'où nos histoires voyagent. Papa, regarde. Les mots étaient à peine un murmure, mais ils figèrent la main de Nicolas Dubois à mi-chemin de la poignée de la portière. Son fils de 10 ans, Léo, regardait fixement par la fenêtre passager, son souffle embuant la vitre dans l'air glacial de décembre. Nicolas suivit le regard de son fils de l'autre côté du parking du centre social municipal. 3 formes étaient blotties contre le mur de briques du bâtiment adjacent. Une femme et 2 petits-enfants, serrés les uns contre les autres comme s'ils essayaient de ne former qu'une seule personne. Leur manteau fin n'était d'aucune utilité contre le mistral provençal qui balayait la rue déserte, transportant de minuscules cristaux de neige qui piquaient comme des aiguilles. Nicolas sentit quelque chose se nouer dans sa poitrine. Le réveillon de Noël, des températures glaciales, et une mère essayant de protéger ses bébés du froid avec rien d'autre que son propre corps. « Reste dans la voiture 1 minute, mon grand. » Il n'attendit pas la réponse de Léo. Nicolas était déjà en mouvement, ouvrant le coffre, attrapant la couverture en laine qu'il gardait pour les urgences et le sac de conserve qu'ils étaient venus donner. Ses bottes usées craquèrent sur le trottoir verglacé alors qu'il s'approchait lentement, prudemment, ne voulant pas les effrayer. La femme leva les yeux. Même dans la faible lueur du lampadaire vacillant, Nicolas pouvait voir la lassitude dans ses yeux bleus, épuisés, désespérés, mais toujours protecteurs. Elle ne pouvait pas avoir plus de 30 ans, avec des cheveux blonds raides qui avaient clairement été bien entretenus autrefois, mais qui pendaient maintenant sans vie autour de son visage. Les 2 petites filles serrées contre ses flancs étaient des jumelles identiques, peut-être 7 ans, avec des cheveux roux bouclés assortis et des visages pincés par le froid et la faim. « Je suis désolé de vous déranger », dit doucement Nicolas, s'arrêtant à quelques mètres. Il tendit la couverture. « Je suis Nicolas. Je venais juste déposer quelque chose au centre, et j'ai pensé. Puisque j'ai cette couverture et un peu de nourriture, s'il vous plaît, prenez-les. » Nicolas se tourna et fit signe à Léo de venir. Son fils était déjà sorti de la voiture, sa doudoune dézippée avant même que Nicolas ait pu finir son geste. Léo trottina vers eux et sans un mot, sans qu'on le lui demande, il retira sa doudoune et la drapa soigneusement sur les épaules de la plus petite des jumelles. « Je m'appelle Léo, » dit-il, sa voix douce d'une manière qui serra la gorge de Nicolas. « Et toi, comment tu t'appelles » Mia, balbutia la petite fille à travers ses dents qui claquaient. « Et moi, c'est Ava » ajouta sa sœur tranquillement. « Venez, » dit Léo, tendant la main à Mia. « Il fait vraiment chaud à l'intérieur, et Monsieur Jean-Bernard fait le meilleur chocolat chaud. » Le système de chauffage du centre social municipal cliquetait et bourdonnait, mais il fonctionnait. C'était ce qui importait. Nicolas les conduisit à travers le couloir faiblement éclairé jusqu'à la salle commune où Jean-Bernard, le vieux surveillant de nuit qui connaissait Nicolas grâce à ses dons réguliers, ajustait un radiateur d'appoint dans un coin. « Jean-Bernard, ces personnes ont besoin de chaleur et peut-être de quelque chose à manger, » dit Nicolas à voix basse. « Pouvez-vous nous aider » Jean-Bernard regarda Manon et les jumelles, et son visage buriné s'adoucit immédiatement. Il travaillait dans ce centre social depuis 30 ans. Il avait tout vu, les brisés, les désespérés, les oubliés. Mais quelque chose chez une mère et ses enfants le soir du réveillon de Noël le touchait différemment. « Bien sûr, » dit-il, sa voix bourrue mais gentille. « Asseyez-vous. Asseyez-vous. Je reviens tout de suite. » Manon s'affaissa sur le canapé usé comme si ses jambes avaient finalement cédé. Ava et Mia se pressèrent contre ses flancs, frissonnant encore malgré la chaleur qui commençait à s'infiltrer dans leur petit corps. Nicolas enroula la couverture autour d'eux 3, la bordant doucement autour des épaules des jumelles. « Merci », murmura à nouveau Manon.
Elle continuait de le dire comme si c'était la seule phrase dont elle se souvenait. Léo s'assit en tailleur sur le sol devant les jumelles, sortant une pièce d'1 € de sa poche. « Vous voulez voir un tour de magie ?» demanda-t-il, essayant de leur arracher un sourire. Jean-Bernard revint avec un plateau, des tasses fumantes de chocolat chaud, des sandwichs épais et une assiette de biscuits en forme d'étoile et de sapin de Noël. Nicolas regarda les mains de Manon trembler lorsqu'elle attrapa la nourriture. Elle tendit d'abord les sandwichs à Ava et Mia, attendant qu'elles aient pris leur première bouchée avant de s'autoriser ne serait-ce qu'une gorgée de chocolat chaud. Les jumelles mangèrent lentement au début, comme si elles n'étaient pas sûres que la nourriture était réelle. Puis la faim prit le dessus et elles mangèrent avec l'intensité désespérée d'enfants qui n'avaient pas eu de vrai repas depuis des jours. Nicolas se déplaça vers un banc de l'autre côté de la pièce avec Léo, leur laissant de l'espace, mais restant assez proche pour aider si nécessaire. Il étudia Manon alors qu'elle essuyait soigneusement le visage de Mia avec une serviette en papier. Alors qu'elle encourageait Ava à boire plus de chocolat chaud, alors qu'elle s'assurait que ses filles avaient tout ce dont elles avaient besoin avant de prendre une bouchée de son propre sandwich. Une mère faisant ce que les mères font, faisant passer ses enfants en premier, même quand elle était clairement affamée elle-même. Nicolas sentit des souvenirs remonter. Il y a 7 ans, c'était lui qui s'occupait seul d'un enfant, apprenant sur le tas, faisant des erreurs, ayant l'impression de se noyer chaque jour. La voix de Léo le ramena au présent. « Papa, je peux leur montrer le tour de magie que tu m'as appris ? Celui avec la pièce qui disparaît. Vas-y, mon grand. » Pendant que Léo divertissait les jumelles, Nicolas remarqua quelque chose qui lui tordit l'estomac. Manon portait toujours une alliance, usée, fine, mais toujours là à sa main gauche. Mais il n'y avait pas de mari ici, pas de partenaire l'aidant à garder ses enfants en sécurité et au chaud. Après que les jumelles eurent mangé et commencé à se détendre, se blottissant l'une contre l'autre sur le canapé sous la couverture, le ventre plus plein et le corps plus chaud, Manon s'approcha de Nicolas. De près, sous les néons, il pouvait la voir plus clairement. Malgré la saleté qui maculait son visage et l'épuisement gravé dans chaque ligne, elle avait des yeux doux, des yeux qui avaient clairement trop pleuré récemment. « Je ne sais pas comment vous remercier. Vous n'étiez pas obligé de faire ça. » Nicolas secoua la tête. « Puis-je vous demander ce qui s'est passé ? Vous n'êtes pas obligé de me le dire si vous ne le voulez pas. » Le visage de Manon se contracta un instant avant qu'elle ne se reprenne, retenant ses larmes par pure force de volonté. Elle jeta un coup d'œil à ses filles, s'assurant qu'elles étaient assez loin pour ne pas entendre. Mon mari, sa voix se cassa sur le mot. Il y a 6 mois, il a contracté un gros emprunt sans me le dire. Il a dit que c'était pour une opportunité commerciale, quelque chose qui changerait nos vies. Elle rit, mais c'était un rire creux, brisé. Il avait raison sur ce point. Nicolas resta silencieux, la laissant trouver les mots. Puis il est parti. S'est enfui avec une femme qu'il voyait dans mon dos. Nous a laissés avec rien d'autre que ses dettes. Les hommes qui sont venus pour l'argent, ils ont tout pris. Notre maison, notre voiture, chaque centime de notre compte épargne. Ils se fichaient que je n'ai rien signé. Que je ne sois au courant de rien. Ils voulaient juste leur argent. La mâchoire de Nicolas se serra, ses mains se crispèrent sur le bord du banc, ses jointures devenant blanches. Il a abandonné ses enfants. Le refuge où nous logions est complet ce soir à cause des fêtes. Nous avons attendu dehors toute la soirée, espérant qu'une place se libérerait, mais c'est le réveillon de Noël. Tout le monde a besoin d'un endroit où aller ce soir. Elle regarda Nicolas, puis le regarda vraiment, et il vit quelque chose dans ses yeux qu'il reconnut. La honte. Le genre de honte qui vient du sentiment d'avoir échoué à la seule tâche qui compte le plus. Je postule à des emplois partout, mais personne ne veut embaucher quelqu'un sans adresse fixe. Les filles doivent aller à l'école, mais je ne peux pas les inscrire sans domicile. J'ai l'impression. Sa voix se brisa. J'ai l'impression de les laisser tomber chaque jour. Nicolas comprenait ce sentiment. Il l'avait porté comme un poids sur sa poitrine pendant des années après la mort de Chloé. La responsabilité écrasante d'être la seule chose qui se dresse entre un enfant et la dévastation complète. « Avez-vous de la famille ?» demanda-t-il doucement. Manon secoua la tête. « Mes parents sont décédés quand j'étais jeune. J'ai été élevé par ma grand-mère, mais elle est morte il y a 3 ans. La famille de mon mari, elle déglutit difficilement. Ils m'ont blâmé quand il est parti.
Ils ont dit que j'avais dû le faire fuir, que je n'étais pas assez bien. Ce n'est pas vrai, dit fermement Nicolas. La conviction dans sa voix le surprit lui-même. Vous n'avez rien fait de mal. C'est lui. C'est lui qui a échoué, pas vous. Manon le fixa et de nouvelles larmes coulèrent sur ses joues. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal, murmura-t-elle. J'ai essayé d'être une bonne épouse. J'ai travaillé avec diligence, je me suis occupé des filles, j'ai tenu notre maison. Je ne comprends pas ce que j'ai fait pour mériter ça. Nicolas se pencha en avant, sa voix basse et stable. Vous ne méritiez rien de tout ça, et vos filles ne méritent pas de passer le réveillon de Noël à geler dans la rue. De l'autre côté de la pièce, Léo montrait un autre tour de magie aux jumelles. Mia gloussa, un son petit et fragile, et Ava applaudit doucement. C'était la première fois que Nicolas les entendait émettre un son de joie. Une idée se formait dans l'esprit de Nicolas. Probablement pas logique, certainement risquée, mais quelque chose dans ce moment semblait plus grand que la logique. Écoutez, dit-il, prenant une décision qui allait tout changer. J'ai une petite maison. Ce n'est pas grand-chose, mais il y a une chambre d'amis. Vous et les filles pourriez y rester. Juste le temps de vous remettre sur pied. Les yeux de Manon s'écarquillèrent. Je ne peux pas. Nous ne pourrions pas nous imposer comme ça. Vous ne nous connaissez même pas. J'en sais assez. Nicolas jeta un coup d'œil à ses filles. Je sais que vous êtes une mère qui essaie de protéger ses enfants. Je sais que vous avez besoin d'aide et je sais que c'est le réveillon de Noël et que je ne peux pas vous laisser retourner dans ce froid. Il marqua une pause et quelque chose dans sa poitrine desserra un nœud qu'il n'avait pas réalisé qu'il portait depuis 7 ans. Je suis aussi un père célibataire, dit-il tranquillement. Ma femme est décédée il y a 7 ans. J'élève Léo seul depuis qu'il a 3 ans. Ce n'est pas facile. Il y a eu des moments où j'ai eu besoin d'aide. Où je ne pensais pas pouvoir tenir un jour de plus. Il croisa le regard de Manon. Quelqu'un m'a donné une chance quand j'en avais le plus besoin. Laissez-moi faire de même pour vous. Manon le regarda comme s'il venait de parler une langue qu'elle ne comprenait pas. Pourquoi feriez-vous ça? Nous sommes des étrangers. Nicolas regarda Léo, qui faisait maintenant rire les deux jumelles avec ses imitations idiotes. Son fils, qui avait perdu sa mère mais n'avait jamais perdu sa gentillesse, qui voyait les gens souffrir et voulait aider parce que c'est ce que Nicolas lui avait appris. Même quand Nicolas lui-même se noyait dans le chagrin. Parce que c'est la bonne chose à faire, dit simplement Nicolas. Et parce que personne ne devrait être seul à Noël. Le trajet jusqu'à la petite maison de campagne de Nicolas fut silencieux. Manon et les jumelles étaient entassées sur la banquette arrière avec leurs maigres biens, 2 petits sacs à dos contenant quelques vêtements de rechange et un lapin en peluche usé qu'Ava serrait comme une bouée de sauvetage. Léo était assis à l'avant, se retournant de temps en temps pour murmurer quelque chose aux jumelles qui les faisaient sourire timidement. L'esprit de Nicolas tournait à plein régime. À quoi pensait-il? Il avait un fils de 10 ans, un budget à peine suffisant, une maison déjà trop petite pour eux deux. Et maintenant, il ramenait 3 personnes de plus. Mais chaque fois que le doute s'insinuait, il se souvenait du visage de Manon juste avant qu'il ne s'approche. La façon dont elle avait serré ses filles contre elle, essayant de les protéger avec un corps déjà gelé et épuisé. L'amour féroce et désespéré d'un parent qui n'a plus rien à donner sauf lui-même. Il connaissait ce sentiment. Quand Chloé était morte, Nicolas avait eu l'impression que son monde entier s'était brisé en morceaux trop petits pour être jamais rassemblés. Un instant, elle riait, jouant avec Léo, 3 ans, dans leur jardin. L'instant d'après, elle était au sol, le visage pâle, les lèvres devenant bleues. Problème cardiaque non diagnostiqué. Les médecins avaient dit plus tard, une malformation congénitale, une bombe à retardement cachée dans sa poitrine depuis la naissance. Aucun avertissement, aucune chance de se préparer, aucune occasion de dire au revoir. La première année après sa mort fut un brouillard. Nicolas se souvenait de pleurer sous la douche pour que Léo ne l'entende pas. Se souvenait d'avoir brûlé le dîner et commandé des pizzas pour la 3e nuit d'affilée. Se souvenait d'avoir essayé de tresser les cheveux de Léo pour la photo de classe en utilisant un tutoriel YouTube, d'avoir lamentablement échoué et d'avoir finalement demandé de l'aide à la voisine, Monique Girard. Il avait appris à survivre grâce à la routine. La structure était la seule chose qui tenait le chaos à distance. Réveil à 6 heures, préparer le petit déjeuner, les paniers repas, amener Léo au bus scolaire,
faire son service à l'usine d'embouteillage, rentrer, les devoirs, le dîner, le bain, les histoires du soir. Même quand les yeux de Nicolas étaient si lourds qu'il pouvait à peine les garder ouverts. 7 ans de cela. 7 ans à être à la fois mère et père. 7 ans à être présent à chaque réunion parents-professeurs, à chaque match de football, à chaque spectacle de l'école. 7 ans à être suffisant même quand il avait l'impression d'échouer. Et d'une manière ou d'une autre, incroyablement, ils y étaient arrivés. Nous sommes à la maison. La voix de Léo traversa les pensées de Nicolas. Ils arrivaient devant la petite maison de location, un modeste 2 pièces avec une peinture écaillée et un porche qui s'affaissait légèrement d'un côté. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était chez eux. Manon regarda la maison comme si c'était un manoir. « C'est parfait », murmura-t-elle. À l'intérieur, la maison était chaleureuse et habitée. Des meubles usés, des sols éraflés, un sapin de Noël dans le coin décoré d'ornements faits main que Léo avait fabriqués à l'école primaire au fil des ans. Rien de luxueux, rien d'impressionnant, mais c'était sûr. La chambre d'amis est par ici, dit Nicolas, les conduisant dans le couloir étroit. La petite pièce avait surtout servi de débarras. Des boîtes avec les affaires de Chloé qu'il ne pouvait se résoudre à jeter, de vieux documents fiscaux, les vêtements trop petits de Léo. Je vais faire un peu de place ce soir. Pour l'instant, Léo peut dormir sur le canapé, et vous et les filles pouvez prendre sa chambre. Non, s'il vous plaît, protesta Manon. Nous ne pouvons pas prendre sa chambre. Mais Léo rassemblait déjà ses peluches préférées de son lit. C'est bon. J'aime camper sur le canapé, et Ava et Mia ont plus besoin de ma chambre que moi ce soir. Nicolas sentit sa gorge se serrer de fierté en regardant son fils. Maintenant, il était sûr d'une chose. Il élevait un garçon gentil. Ça va, Léo ? Demandèrent les jumelles, tendant son dinosaure en peluche à Mia. Tu peux emprunter Rex ce soir. Il est très doué pour éloigner les cauchemars. Mia prit le dinosaure avec précaution, le serrant contre sa poitrine. Merci, murmura-t-elle. Plus tard dans la nuit, après que les jumelles se furent endormies dans le lit de Léo, le ventre plein pour la première fois depuis des jours, le corps enfin réchauffé, Manon trouva Nicolas dans la cuisine. Il préparait du thé parce que c'est ce que Chloé avait l'habitude de faire quand elle avait besoin de réfléchir. C'était l'une des 1000 petites habitudes qu'il avait gardées vivantes, essayant de s'accrocher à des morceaux d'elle. « Je ne sais pas comment vous remercier », dit doucement Manon. Nicolas lui tendit une tasse. « Vous n'avez pas à le faire. Reposez-vous, c'est tout. Demain, nous verrons pour la suite. Il y a un responsable du recrutement à l'usine d'embouteillage où je travaille qui me doit une faveur. Et je connais le directeur de l'école primaire. Nous pourrons inscrire les filles. » Les mains de Manon tremblaient en tenant la tasse chaude. « Je vous rembourserai. Chaque centime. Dès que je pourrai travailler, je contribuerai aux courses, au loyer, à tout. Je vous le promets. » Prenons les choses un jour à la fois, dit doucement Nicolas. Ils restèrent un moment dans un silence confortable, sirotant leur thé. Nicolas étudia Manon à la douce lumière de la cuisine, les traits tirés autour de ses yeux, la façon dont elle se tenait comme si elle s'attendait à recevoir un autre coup à tout moment. « Vous avez vraiment élevé Léo seul ?» demanda Manon. Nicolas hocha la tête. Ce n'était pas facile. Ça ne l'est toujours pas. Mais on fait ce qu'il faut pour ses enfants. Votre femme ? Que s'est-il passé ? Nicolas sentit la douleur familière dans sa poitrine. Plus sourde maintenant après 7 ans, mais jamais complètement partie. Un problème cardiaque que nous ne connaissions pas. Elle jouait avec Léo dans le jardin un après-midi. Un instant elle riait, l'instant d'après elle était partie. Aucun avertissement, aucune chance de dire au revoir. « Je suis tellement désolé », murmura Manon. « Tout ?» Nicolas la regarda directement. « Vous avez vos filles, et d'après ce que j'ai vu ce soir, vous êtes une mère incroyable. Cet homme a été un imbécile de vous quitter. » Les yeux de Manon se remplirent à nouveau de larmes, mais cette fois elle ne détourna pas le regard. « Pourquoi êtes-vous si gentil avec nous ?» Nicolas réfléchit à cette question, à la mort de Chloé et à l'année sombre qui avait suivi. À Monique Girard qui apportait des plats mijotés chaque semaine, à Jean Bernard au centre social qui les laissait utiliser les installations gratuitement quand l'argent était incroyablement rare.
À toutes les petites gentillesses d'étrangers qui avaient maintenu Nicolas et Léo à flot alors qu'ils se noyaient. Parce que des gens ont été gentils avec moi quand j'en avais le plus besoin. Et parce que la gentillesse compte, surtout le soir du réveillon de Noël. Manon le regarda et quelque chose passa entre eux. Une reconnaissance de la douleur partagée, de la lutte partagée, de la force partagée. Ils étaient tous les deux blessés, tous les deux en lutte, tous les deux faisant tout leur possible pour protéger les enfants qui dépendaient d'eux. Joyeux Noël, Nicolas, dit doucement Manon. Joyeux Noël, Manon. Aucun d'eux ne le savait encore, mais quelque chose commençait. Quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avait cherché, mais dont tous deux avaient désespérément besoin. Dehors, la neige commença à tomber doucement sur le petit village provençal, recouvrant les rues de blanc, rendant tout propre et nouveau à nouveau. Le matin de Noël arriva avec une odeur de crêpes et le son de rire d'enfants, un son que la maison de Nicolas n'avait pas connu depuis bien trop longtemps. Léo avait insisté pour partager son nouveau vélo avec les jumelles, faisant des tours dans le couloir pendant que Nicolas préparait le petit déjeuner. Manon apparut à l'entrée de la cuisine, l'air plus reposé que la veille, bien que ses yeux soient encore ombrés d'inquiétude. « Je peux l'aider » dit-elle immédiatement, se dirigeant vers la cuisinière. « S'il vous plaît, laissez-moi aider à quelque chose. » Nicolas s'écarta et ils trouvèrent un rythme facile. Lui retournant les crêpes pendant qu'elle mettait la table. Leurs mouvements se synchronisaient d'une manière qui semblait naturelle, confortable. Pendant le petit déjeuner, Léo bavarda sans cesse sur sa nouvelle boîte de peinture et comment il allait apprendre à Ava et Mia à dessiner des dinosaures. Les jumelles étaient calmes mais observatrices, s'aventurant parfois à de petits commentaires. Elles avaient encore peur, encore de l'incertitude, mais elles se détendaient. « Je dois être honnête avec vous, » dit Manon après le petit déjeuner, alors que les enfants étaient occupés dans le salon. « Je n'ai pas beaucoup d'expérience professionnelle en dehors de la comptabilité et de la gestion de comptes. Avant de me marier, je dirigeais un petit cabinet comptable, mais c'était il y a des années. Et après la naissance des filles, je suis resté à la maison. Vous savez travailler avec les chiffres ? Demanda Nicolas. Oui, je suis en fait très doué pour les budgets et l'organisation financière. Nicolas sentit quelque chose se mettre en place. Alors je sais exactement où vous devez travailler. L'usine d'embouteillage a besoin de quelqu'un dans son service comptable. Notre personne actuelle est un désastre. Incapable de garder quoi que ce soit en ordre. Laissez-moi passer un coup de fil. Les jours après Noël se fondirent en une harmonie étrange et inattendue. Nicolas appela son responsable du recrutement, un homme bourru nommé Stéphane Garnier, qui lui devait plusieurs faveurs après que Nicolas eut couvert ses services lors d'une urgence familiale. Stéphane accepta de recevoir Manon en entretien. Elle obtint le poste en une semaine. Manon commença au service comptable et en 2 semaines, elle avait réorganisé tout le système de classement et détecté 3 erreurs importantes qui coûtaient de l'argent à l'entreprise. Stéphane prit Nicolas à part un jour au déjeuner. « Où l'as-tu trouvée ? Elle est brillante. La meilleure embauche que nous ayons faite depuis des années. » Nicolas sentit la fierté l'envahir. Pas le genre de fierté que l'on ressent pour soi-même, mais le genre plus profond que l'on ressent lorsque quelqu'un que l'on apprécie réussit. Attends, apprécie ? Nicolas repoussa la pensée, mais elle persista. Manon insista pour contribuer aux dépenses du ménage dès qu'elle reçut son premier salaire. Nicolas essaya de refuser, mais elle était têtue. Vous nous avez déjà tout donné, dit-elle fermement. S'il vous plaît, laissez-moi faire ça. Laissez-moi sentir que je ne fais pas que prendre. Alors, ils trouvèrent un arrangement. Elle couvrait les courses. Nicolas s'occupait du loyer et des charges. Il partageait le reste. La maison commença à se sentir différente, plus pleine. Les rires des jumelles résonnaient dans des pièces qui avaient été trop silencieuses pendant trop longtemps. Ava dessinait des images que Manon collait sur le réfrigérateur. Mia chantait de petites chansons en coloriant à la table de la cuisine. Léo s'épanouissait en ayant des sœurs, leur apprenant des jeux, leur montrant ses livres préférés, les protégeant comme un grand frère. Les dîners en famille devinrent une routine. Nicolas cuisinait pendant que Manon aidait les enfants avec leurs devoirs. Ils s'asseyaient autour de la petite table, parlant de leur journée, faisant des plans pour le week-end. Cela semblait naturel, juste. Nicolas se surprenait parfois à regarder Manon. La façon dont elle riait des mauvaises blagues de Léo.
La façon dont elle se mordillait la lèvre en se concentrant sur une feuille de calcul budgétaire. La façon dont elle passait une mèche de cheveux derrière son oreille quand elle était nerveuse. Un soir, ils faisaient la vaisselle ensemble après le dîner. Nicolas lavait, Manon séchait. Leurs mains se frôlèrent alors qu'elle attrapait une assiette. Et Nicolas sentit une décharge électrique lui remonter le bras. Manon le sentit aussi. Il pouvait le dire à la façon dont elle se figea, son souffle se coupant. « Désolé, marmonna Nicolas. »« Ce n'est rien, dit-elle doucement. » Mais l'air entre eux avait changé, chargé de quelque chose qu'aucun des deux n'était tout à fait prêt à nommer. 2 mois passèrent. Le printemps commençait à repousser l'emprise de l'hiver. Manon et les jumelles étaient devenues des figures permanentes dans la vie de Nicolas, dans sa maison, dans sa routine, dans son cœur. Un samedi après-midi, Manon était dans la chambre d'amis à organiser de vieux papiers, essayant de reconstruire son crédit et de donner un sens au désastre financier que son ex-mari avait laissé derrière lui. Nicolas était dans la cuisine quand il l'entendit retenir son souffle. « Nicolas », sa voix était étrange. « Nicolas, je dois te montrer quelque chose. » Il la trouva assise par terre, entourée de vieux documents, ses mains tremblant alors qu'elle tenait un relevé bancaire. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, s'agenouillant à côté d'elle. « Le prêt, dit-elle, la voix tremblante. Le prêt que mon mari a soi-disant contracté. Nicolas, regarde cette signature. » Elle lui montra le document. La signature était clairement falsifiée. L'écriture ne correspondait à aucune des autres signatures de Manon sur des documents légitimes. « Il l'a falsifiée, murmura-t-elle. Il a commis une fraude. Je n'ai jamais été légalement responsable de cette dette. » L'esprit de Nicolas s'emballa. Les hommes qui ont pris ta maison, tes économies. Ce n'étaient pas des usuriers légitimes. C'étaient probablement ses amis qui l'aidaient à brouiller les pistes, pour que ça ait l'air réel afin qu'ils puissent prendre l'argent et s'enfuir. La voix de Manon se renforçait. La colère remplaçait le choc. J'ai de vieux messages textes, des relevés bancaires montrant des transferts suspects. Je sais où il est maintenant. Il vit à 2 villes d'ici. Je l'ai vu sur les réseaux sociaux avant de devoir vendre mon téléphone. Nicolas lui prit doucement les épaules. Nous allons arranger ça. Mais Manon, il ne s'agit pas seulement d'argent. C'est une fraude. Tu pourrais. Je ne veux pas d'avocat ni de tribunaux, l'interrompit Manon, les yeux féroces. Je veux le regarder en face. Je veux qu'il sache que j'ai tout découvert. Et je veux ce qu'il a volé à mes filles. Nicolas vit quelque chose dans ses yeux qu'il n'avait jamais vu auparavant. De la force. Une force brute, puissante, inébranlable. Alors allons-y, mais je viens avec toi. Tu ne feras pas ça seul. Le trajet dura 40 minutes. Manon avait trouvé l'adresse de son ex-mari grâce à un vieil ami commun qui ne connaissait pas toute l'histoire. L'immeuble était délabré, la peinture s'écaillait, le genre d'endroit où les gens finissent quand ils fuient quelque chose. Nicolas se gara de l'autre côté de la rue. « Tu es sûr de ça ?» Manon hocha la tête. « J'en suis sûr. » Ils montèrent les escaliers jusqu'au 3e étage, appartement 3C. Manon frappa, fermement, calmement, sans peur. L'homme qui ouvrit la porte ne ressemblait en rien à ce que Nicolas avait imaginé. Taille moyenne, cheveux clairsemés, portant un pantalon de survêtement et un t-shirt taché. Il regarda Manon et son visage devint blême. « Manon, qu'est-ce que... Comment as-tu... » « Je sais tout, Thomas, dit Manon, sa voix froide et contrôlée. Le faux prêt, la signature falsifiée, tes amis qui se faisaient passer pour des collecteurs, les dettes de jeu que tu as dissimulées en détruisant ta famille. » La bouche de Thomas s'ouvrit et se ferma comme un poisson. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Manon sortit son dossier de documents. « J'ai des relevés bancaires montrant des transferts vers des comptes offshore, des messages textes que tu as oublié d'effacer, des registres de ton activité de jeu, et j'ai des témoins qui témoigneront que tu t'es vanté de ton plan. » C'était du bluff. Elle n'avait pas de témoins, mais Thomas ne le savait pas. Son visage s'effondra. « Manon, s'il te plaît. » J'étais désespéré. Le jeu a pris le dessus et je. Tu as détruit la vie de tes enfants pour couvrir tes erreurs, dit Manon, sa voix tremblant maintenant d'une rage à peine contenue. Tu les as rendus sans abri.
Tu les as laissés avoir froid, faim et peur le soir du réveillon de Noël, Thomas. Tes filles mendiaient de la nourriture le soir du réveillon de Noël pendant que tu vivais dans cet appartement, en sécurité et au chaud. Les yeux de Thomas se remplirent de larmes, mais c'étaient des larmes égoïstes. Des larmes de culpabilité et de honte, pas de remords sincères. Nicolas s'avança, incapable de rester silencieux plus longtemps. Tu vas rendre chaque centime que tu as volé. Tout ce qu'il te reste, tu vas le rendre. Je n'ai pas tout, gémit Thomas. J'ai perdu la plupart en jouant. Alors tu donneras ce que tu as, dit fermement Manon. Et tu signeras un document légal reconnaissant la fraude. Parce que si tu ne le fais pas, je vais tout montrer à toutes les personnes que tu connais, ta famille, ton employeur, tes amis. Je m'assurerai que tout le monde comprenne exactement quel genre d'homme tu es. Thomas les regarda. Cette femme qu'il avait trahie et cet étranger qui se tenait à ses côtés comme un bouclier. Il vit qu'il n'avait pas le choix. Très bien, murmura-t-il. Je vais chercher ce que j'ai. Ils quittèrent l'appartement 20 minutes plus tard avec un chèque de banque de 30 000 €. Pas tout ce que Thomas avait volé, mais assez. Et ils avaient une confession signée, dûment attestée par un voisin que Thomas avait appelé. Dans la voiture, Manon était assise en silence, fixant le chèque dans ses mains. Puis, soudain, elle se mit à rire. Pas le rire creux d'avant, mais un vrai rire, profond, cathartique et libre. Je n'arrive pas à croire que ça a marché, halta-t-elle entre deux rires. Nicolas se mit à rire aussi. Tu as été incroyable là-dedans. Féroce, puissante. Je n'ai jamais rien vu de tel. Le rire de Manon s'estompa, et elle se tourna pour regarder Nicolas. Vraiment, le regarder. Je n'aurais pas pu le faire sans toi, sachant que tu étais là, que je n'étais pas seul. Nicolas arrêta la voiture sur le bord de la route, son cœur battant à tout rompre. Manon, je dois te dire quelque chose. Qu'est-ce que c'est? La vérité qui m'a stupéfié, dit-il, sa voix rauque d'émotion. Il ne s'agissait pas de la fraude, de l'argent ou de ce que ton ex-mari a fait. Alors c'était quoi? C'était de te voir debout dans cet appartement, forte, sans peur et brillante. C'était de réaliser que je suis amoureux de toi depuis des semaines, peut-être des mois. Nicolas prit sa main. C'était de comprendre que je ne t'ai pas sauvé. Tu t'es sauvé toi-même. Mais j'ai aussi réalisé autre chose. Quoi? Murmura Manon. J'ai besoin de toi. Pas parce que tu as besoin d'être sauvé, mais parce que tu rends ma vie meilleure. Tu rends la vie de Léo meilleure. Tu fais que notre maison ressemble à nouveau à un foyer. Il prit une profonde inspiration. Je ne veux pas que tu prennes ton propre appartement avec cet argent. Je veux que tu restes. Je veux que nous soyons une famille. Une vraie famille. Des larmes coulaient sur le visage de Manon. Nicolas, Tu n'as pas à répondre maintenant, dit-il rapidement. Je voulais juste que tu le saches. Je voulais que tu saches que ce qui a commencé comme une gentillesse le soir du réveillon de Noël est devenu autre chose, quelque chose de réel. Manon se pencha sur la console et l'embrassa. C'était hésitant au début, puis plus profond, rempli de toute l'émotion qu'ils avaient tous les deux retenue pendant des mois. Quand ils se séparèrent, tous deux pleuraient. Je t'aime aussi, murmura Manon. Je t'aime depuis cette nuit où tu m'as fait du thé et m'as dit que je ne laissais pas tomber mes filles. Depuis que tu m'as regardé comme si je comptais, comme si j'avais de la valeur. Tu vaux tout, dit férocement Nicolas. Parfois, la personne dont vous avez besoin entre dans votre vie exactement au moment où vous en avez le plus besoin. 2 ans plus tard, le centre social municipal était décoré de fleurs blanches et de lumières scintillantes. Nicolas se tenait à l'avant de la salle, vêtu d'un costume que Léo l'avait aidé à choisir. Son fils se tenait à ses côtés comme témoin de mariage, souriant largement. Jean-Bernard, le vieux surveillant de nuit qui les avait aidés cette première nuit, se tenait devant eux, tenant un petit livre. « Chers amis » commença-t-il, sa voix bourrue étonnamment tendre. Les portes du fond s'ouvrirent, et Manon entra. Elle portait une simple robe blanche, ses cheveux blonds tombant en douces vagues sur ses épaules. Ava et Mia marchaient devant elle en tant que petite fille d'honneur, jetant des pétales et gloussant doucement. Le souffle de Nicolas se coupa. Elle était magnifique, pas seulement à l'extérieur, mais de toutes les manières qui comptaient, dans sa force, sa gentillesse, sa résilience,
son amour. Quand Manon l'atteignit, elle prit ses mains et Nicolas vit des larmes briller dans ses yeux. Nous sommes ici aujourd'hui, continua Jean-Bernard, pour célébrer l'union de deux familles qui se sont trouvées au moment où elles en avaient le plus besoin. Pour célébrer l'amour qui est né de la gentillesse, pour célébrer les secondes chances et les nouveaux départs. Nicolas entendit à peine le reste de la cérémonie. Il était perdu dans les yeux de Manon. Dans le poids de ce moment, dans la certitude que d'une manière ou d'une autre, contre toute attente, il s'était trouvé. « Oui, je le veux », dit-il quand on le lui demanda, sa voix forte et certaine. « Oui, je le veux », répéta Manon, des larmes coulant sur son visage. « Alors, par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare maintenant mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. » Nicolas attira Manon près de lui et l'embrassa tandis que Léo, Ava et Mia applaudissaient. Le petit groupe d'amis et de collègues applaudit. Jean-Bernard essuya ses yeux avec un mouchoir. Ce soir-là, lors de leur réception de mariage tenue dans le même centre social où ils s'étaient rencontrés pour la première fois, Nicolas se leva pour porter un toast. Léo lui tendit un verre, et Nicolas regarda tous les visages qu'il aimait. « Il y a 2 ans, commença-t-il, je pensais que j'aidais simplement une étrangère le soir du réveillon de Noël. Je pensais que je faisais juste ce qu'il fallait, offrant de la chaleur, de la nourriture et un abri à une mère et ses enfants qui en avaient besoin. » Il regarda Manon, qui le regardait avec un tel amour que sa poitrine lui faisait mal. Mais la vérité qui m'a stupéfié ne concernait pas la fraude, l'argent ou même la justice. La vérité, c'est que dès l'instant où j'ai vu Manon protéger ses filles, j'ai reconnu quelque chose en elle. Je me suis reconnu. J'ai reconnu la force, l'amour et la détermination. Il marqua une pause, sa voix s'épaississant d'émotion. La vérité, c'est qu'en essayant de l'aider, c'est elle qui m'a aidé. Elle a ramené la lumière dans une maison qui avait été sombre pendant trop longtemps. Elle a donné des sœurs à Léo. Elle m'a donné une raison de croire à nouveau en l'amour. Nicolas leva son verre. La vérité qui m'a stupéfié, c'est que parfois les choses brisées peuvent être rendues plus belles qu'elles ne l'étaient auparavant. Que l'amour vous trouve quand vous êtes occupé à être gentil. Que la famille n'est pas toujours une question de sang. Il s'agit d'être là jour après jour pour les gens qui comptent. Tout le monde leva son verre. À Manon, dit Nicolas, aux secondes chances, au fait de trouver un foyer dans les endroits les plus inattendus. À la famille, ajouta doucement Manon. À la famille, répétèrent tous en chœur. Alors que la fête continuait autour d'eux, Nicolas attira Manon près de lui, se balançant doucement au son de la musique. Léo apprenait à Ava et Mia à faire une danse idiote, et leur rire remplissait la pièce. « Merci », murmura Manon contre la poitrine de Nicolas. « Pourquoi ? » »« Pour m'avoir vu quand j'étais invisible. Pour nous avoir donné un foyer quand nous n'avions nulle part où aller, pour aimer mes filles comme si elles étaient les tiennes. » Nicolas lui releva le menton pour pouvoir voir son visage. « Merci d'avoir pris un risque avec un étranger. De m'avoir laissé entrer dans ta vie, d'avoir rendu notre famille complète. » Ils s'embrassèrent doucement alors que la neige commençait à tomber dehors, tout comme lors de ce premier réveillon de Noël. Nicolas pensa à cette nuit, 2 ans auparavant. Aux 3 silhouettes blotties contre le froid. À la décision d'offrir de l'aide au lieu de détourner le regard. À la façon dont un petit acte de gentillesse s'était transformé en quelque chose de plus grand qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Parfois, les plus grands miracles viennent des choix les plus simples. Parfois, sauver quelqu'un d'autre est exactement la façon dont vous vous sauvez vous-même. Et parfois, lors d'un réveillon de Noël glacial, lorsque vous ouvrez votre cœur à un étranger, vous trouvez exactement ce qui vous manquait depuis toujours. Amis, si cette histoire a touché votre cœur comme elle a touché le mien, si elle vous a rappelé le pouvoir que nous avons tous de changer la vie de quelqu'un par un simple acte de gentillesse, s'il vous plaît, ne vous contentez pas de regarder et de partir. Appuyez sur ce bouton d'abonnement et rejoignez notre famille sous Lift Stories pour plus d'histoires qui restaurent votre foi en l'humanité. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir que la gentillesse n'est jamais vaine.